Mercredi 15 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. On commence tout de suite par les faits divers où deux jeunes filles sont décédées, probablement asphyxiées par des émanations de charbon de bois dans le Foukutan d'Indutapenaka 1 ce matin. Originaires de Mandjariv ou Faratsiou, elles étaient venues passer quelques jours de vacances à Antananarive avant les fêtes de Pâques. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Deux fillettes âgées de 14 et 9 ans ont perdu la vie dans cette maison située à Indutapenak ce matin. Elles auraient été asphyxiées par des émanations issues d'un feu de charbon de bois. Le drame a surpris tout le voisinage. Comme chaque matin, les proches ont tenté de les réveiller, mais n'ayant obtenu aucune réponse, les voisins ont décidé de forcer la porte du logement vers 7 heures. Les victimes sont originaires de Mahatsins, dans la commune de Mianjariv, district de Faratsiou. Elles étaient venues à Antananarive pour des vacances, à l'approche des fêtes de Pâques. Les habitants ont alerté la police ainsi que la BMH. Ce dernier a emporté le corps pour examen. Dans les actualités politiques, les droits de la défense des jeunes Gen Z placés en garde à vue au sein de la brigade criminelle à Nous n'ont pas été respectés selon leur avocat. Ce dernier affirme ne pas avoir assisté à certaines étapes de l'enquête concernant ses clients. 4 personnes sont actuellement retenues pour enquête dans le cadre de cette affaire liée à l'appel à une descente dans la rue et sur la place du 13 mai le 10 avril dernier. Martina Nzaranjiansu. 4 jeunes de la génération Z ont été placés en garde à vue à la brigade criminelle à la suite de l'appel à une manifestation à la place du 13 mai le 10 avril dernier, parmi lesquels Irzou et Noumen. Lors de leur audition, les droits de la défense n'ont pas été respectés selon leur avocat, qui dénonce des interrogatoires menés sans attendre sa présence. L'avocat souligne également qu'ils n'ont pas encore eu accès aux détails du dossier concernant cette affaire. Il indique qu'une demande sera adressée aux forces de l'ordre en charge de l'enquête. Par ailleurs, l'un des jeunes arrêtés, Noumen, aurait été blessé. Ce dernier est issu de l'Organisation de la défense des droits de l'homme et a été arrêté en même temps que l'épouse de l'un des jeunes Gen Z. Cette dernière n'aurait pourtant pas été présente lors de la manifestation. Toujours concernant cette affaire, 2 ont été libérés tandis que les 2 autres membres du mouvement Gen Z sont encore auditionnés selon les déclarations du directeur général de la police aujourd'hui à Noussi. Leur famille soupçonne toutefois des relents politiques derrière cette affaire. Le délai légal de 48 heures de garde à vue pour les 2 membres du mouvement Gen Z, arrêtés le 13 avril, est désormais expiré conformément à la législation en vigueur, notamment le Code de procédure pénale. Les familles des 2 concernés sont inquiètes face au manque de clarté concernant les charges retenues contre leurs proches. La seule information disponible est que la police mène actuellement une enquête approfondie sans qu'aucune communication officielle ne puisse être faite pour le moment. Dina et Mur ont été entendus à la BC à Nous le 13 avril, conformément aux procédures légales encadrant les enquêtes, selon le rapport de la police communiqué aujourd'hui à Nous. Ils ont ensuite été libérés après leur audition et attendent désormais la suite de la procédure. En revanche, Irzou et Noumen sont encore auditionnés à la BC. Seront-ils accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ou de tentative de coup d'État, comme dans des scénarios déjà vus maintes fois pour justifier la prolongation de leur détention? Par ailleurs, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant des blessures subies par ces leaders du mouvement Gen Z ont également suscité des débats. La police a toutefois affirmé qu'aucune violence ni intimidation n'a été utilisée lors des interrogatoires. Ainsi, les observateurs ne peuvent que se contenter des informations qui leur sont communiquées sans avoir accès à ce qui se passe en coulisses. Ils attendent donc le prochain épisode de ce qui s'apparente à une série en cours.
Et le bureau de la police dans le centre-ville de Vohemar a été incendié par la population hier. Selon les informations, il s'agit d'un mouvement de colère provoqué par l'annonce du transfert d'un homme placé en détention pour une affaire de meurtre. Ce drame s'est produit lundi dernier à Manambir-Vohemar, où un conducteur de taxi-moto a été tué. Andenen Martina nous rappelle les faits. Un conducteur de taxi-moto a été mortellement agressé lundi en fin d'après-midi à Manambir, commune rurale d'Apunj, dans le district de Vohemar. D'après les informations, la victime avait pour habitude de laver sa moto après le travail. C'est au moment où il effectuait cette tâche qu'il a été violemment attaqué. Le malfaiteur s'est emparé de la moto de la victime, ce qui a facilité son identification et son arrestation. En tentant de fuir, il s'est heurté à un barrage de police, ce qui a conduit à une confrontation avant son interpellation. Le suspect a ensuite été conduit au commissariat de Vohemar pour les besoins de l'enquête. Toutefois, toujours selon le maire, des individus ont commencé à rôder autour du commissariat. Les autorités ont alors décidé de transférer le suspect à Sambave pour poursuivre les investigations. Mais hier, une foule de plus en plus nombreuse s'est rassemblée devant le commissariat à la recherche de l'homme accusé du meurtre. C'est à ce moment-là que la situation a dégénéré, après que la population a appris son transfert. La colère populaire a conduit à l'incendie du commissariat. Par ailleurs, la résidence du commissaire a également été brûlée par les habitants. Selon les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, le commissaire adjoint de Vohemar aurait aussi été pris à partie par la foule. D'après le maire de Vohemar, aucune arme n'a été volée durant ces troubles. Toutefois, un fusil MAS-36 a été détruit par les flammes. En politique, s'agit-il réellement d'une concertation nationale inclusive de la jeunesse malagasse ou d'une rencontre réservée à des jeunes soigneusement sélectionnés organisée à Ivatu? Quels sont les critères qui ont permis à ces jeunes de participer à cette concertation nationale? Porte-t-il véritablement les aspirations des jeunes de toutes les régions ou s'agit-il simplement d'échanges entre entités? Réponse dans cet édito de Jean-Claude Andjamalal. De nombreuses interrogations ont été soulevées par les observateurs. Quand et dans quelles régions des concertations de jeunes ont été organisées pour permettre la sélection des participants présents à Ivatu? Les partis politiques, les associations, les étudiants, les artistes, les sportifs, les travailleurs et bien d'autres catégories sont-ils réellement représentés? Ces jeunes porteront-ils véritablement les aspirations de la jeunesse malagasy? Les propositions qu'ils avanceront permettront-elles un réel changement? Selon les participants et les organisateurs, cette concertation vise une réforme partant de la base. Mais peut-on garantir que la voix des jeunes à la base a réellement été entendue? Ou s'agit-il plutôt de jeunes déjà présélectionnés? Si ces participants ont simplement été désignés sans validation réelle de jeunes à la base, il est à craindre que les décisions issues de cette concertation ne produisent aucun résultat concret. L'organisation de cette concertation apparaît à la fois précipitée et peu transparente. D'une manière générale, la tenue même des concertations nationales semble traîner et manquer de rigueur, au point que le calendrier reste flou. Pourtant, les autorités présentent ces concertations comme incontournables pour le développement du pays et la construction d'un nouveau Madagascar. Force est toutefois de constater un manque de volonté et de préparation de la part des organisateurs, ce qui alimente les doutes et les critiques quant à la réussite de cette concertation nationale. En social, la population d'Antananarivo augmente d'environ 100 000 habitants par an. Cette croissance démographique rend la gestion des déchets de plus en plus complexe. Ainsi, des améliorations ont été apportées dans ce domaine avec la mise en place de partenariats pour faciliter sa mise en œuvre. Hier, de nouveaux équipements ont été remis à la commune urbaine d'Antananarivo. Radramanan Zatouf pour plus de détails. Avec cette croissance annuelle, la population vivant et circulant dans la capitale
incluant les 37 communes environnantes, est estimé à près de 3 millions d'habitants. Cette forte mobilité et densité de population entraîne une dispersion accrue des déchets, rendant leur gestion particulièrement difficile pour la commune. L'accumulation des déchets, notamment ceux qui obstruent des canaux d'évacuation, figure parmi les principales causes de la montée des eaux et des inondations dans la capitale. Face à cette situation, la commune collabore avec plusieurs partenaires afin d'améliorer la gestion des déchets. Parmi ces initiatives figure le projet Produire. Hier, dans le cadre de ce projet, des équipements ont été remis à la commune urbaine d'Antananarivo afin de renforcer la gestion des déchets. En économie, 42% des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont au chômage à Madagascar, selon les données publiées par Afrobaromètre pour l'année 2025. Parmi ceux qui travaillent, la majorité évolue dans les centres d'appel. Par ailleurs, 60% des jeunes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Les détails. Le marché du travail à Madagascar est actuellement en difficulté. Plus de 60% des petites et moyennes entreprises créées évoluent dans l'informel. Quant aux entreprises formelles qui recrutent, elles opèrent principalement dans le domaine du numérique ou sont des sociétés étrangères externalisant leurs activités à Madagascar, selon Afrobaromètre 2025. Les postes les plus recherchés actuellement sont ceux de téléopérateurs, suivis par les développeurs web et les gestionnaires de données, avec une forte concentration des recrutements à Antananarivo. Concernant la tranche d'âge, 42% des jeunes de 18 à 35 ans sont sans emploi, contre 11 à 29% pour les adultes plus âgés. Cette situation s'explique notamment par les exigences élevées des employeurs, certains recherchant des candidats ayant plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Toujours selon les statistiques, 63% des jeunes aspirent à entreprendre. Toutefois, cela reste difficile à Madagascar en raison du manque de capital et de l'insuffisance des soutiens étatiques. Le niveau du salaire minimum constitue également un problème dans le secteur de l'emploi, car il ne suit plus l'augmentation du coût de la vie. Il est à rappeler que, selon la Banque mondiale, le salaire minimum devrait atteindre au moins 3 $ par jour à Madagascar. Et puis Madagascar a atteint un taux de 71,9% dans ses exportations, selon le rapport de African Trade and Economic Outlook 2026. Cela place le pays en tête devant plusieurs nations africaines. Le développement des exportations des produits malagasy contribue également à l'amélioration de l'économie nationale. Reportage. Madagascar occupe une position élevée par rapport à de nombreux pays africains en matière d'exportation. Ce taux a atteint 71,9% en 2025 contre 49,1% pour le Sénégal et 49,2% pour l'Ouganda. Le principal défi pour l'économie nationale aujourd'hui est d'augmenter la capacité globale de production, comme ne cessent de le rappeler les économistes et les opérateurs économiques. Selon les prévisions de l'Afreximbank, Madagascar doit combler un déficit de 3,5 milliards de dollars en exportation afin d'obtenir de meilleurs résultats d'ici 2030. Pour y parvenir, une croissance annuelle de 12% des exportations est nécessaire. Cela exige des investissements dans les entreprises de production et d'exportation sans se limiter uniquement à l'exportation de la vanille, des textiles, des ressources minières et des huiles essentielles. Enchaînons avec les actualités internationales. 4 personnes, dont un enfant, ont été tuées dans une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué l'AFP, la défense civile du territoire palestinien, ravagé par 2 ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. France 24. Dans les bras de cet homme, la dépouille de son fils, Yahya, tué par une frappe israélienne à seulement 3 ans. La détresse d'un père face à un deuil impossible. Ici, à la morgue de l'hôpital Al-Shifa, les proches de cette nouvelle victime de la guerre laissent éclater leurs larmes et aussi leur colère. La famille se rendait à un mariage au moment de la frappe. Il était fou de joie de s'habiller pour l'occasion. Il s'est retrouvé enveloppé dans un linceul taché de sang.
Telle est la réalité des enfants de Palestine et le sort du peuple palestinien. Ne jamais connaître le vrai bonheur. Selon le ministère de la Santé de Gaza, c'est dans l'attaque de ce véhicule de police que Yahya est mort, touché par des éclats d'obus qui ont fait plusieurs victimes. L'armée israélienne a indiqué enquêter, comme dans d'autres drames similaires survenus à Gaza depuis le début de la guerre. Nous attendons une désescalade depuis 3 ans. Chaque jour, nous pensons que ça va arriver aujourd'hui. Nous avons désespérément besoin de chaque minute. Nous voulons une désescalade, nous voulons la paix, nous voulons le bien. C'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal? Il marchait simplement dans la rue. Plus au nord, près de Jabalia, les autorités de santé ont indiqué qu'un adolescent de 14 ans avait été tué par des tirs israéliens. Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre dernier, les deux camps s'accusent mutuellement de violation de l'accord. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 750 Palestiniens ont été tués, des chiffres jugés fiables par l'ONU. Et le blocus de ports iranien décidé par les États-Unis est entré en vigueur lundi en représailles à l'échec des négociations entre Téhéran et Washington. Donald Trump déclarant que tout navire iranien tentant de le braver serait détruit. France 24. Depuis la mise en place du blocus américain, nous avons suivi plusieurs navires en provenance de ports iraniens qui ont traversé le détroit d'Ormuz. Nous avons retracé leur parcours à partir de cartes maritimes. Premier bateau identifié, le Christiana, un navire de marchandises battant pavillon libérien. Il part le 10 avril dernier à 22 h du port iranien de Bandar Imad Romeini, après avoir déchargé du maïs. Il passe sans encombre près de l'île iranienne de Larak, passage contrôlé par Téhéran 2 heures après la mise en place du blocus américain. Second bateau identifié, le tanker Elpis, battant pavillon des Comores. Ce navire est sous sanctions américaines pour ses liens avec l'Iran. Il part du port iranien de Boucher le 31 mars dernier à 8h36. Lui aussi passe près de l'île de Larak après le blocus américain. Mais depuis, l'un d'eux a fait demi-tour, l'autre est toujours immobile à l'entrée du golfe d'Oman. Un troisième navire, le pétrolier chinois Rich Starry, transportant du méthanol, lui aussi sous sanctions américaines, a transité par le détroit avant le blocus, avant de s'arrêter et faire demi-tour. Ces navires se sont-ils arrêtés d'eux-mêmes ou ont-ils été interceptés par les États-Unis à leur sortie du détroit? L'armée américaine annonce qu'ils ont bien été stoppés. Lors des premières 24 heures, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus américain et 6 navires marchands ont obéi à l'ordre des forces américaines de faire demi-tour et regagner un port iranien dans le golfe d'Oman. 10 000 soldats américains, plus d'une dizaine de navires de guerre comme ces 2 destroyers, le porte-avions Abraham Lincoln et des dizaines d'avions sont mobilisés pour ce blocus. Pression maximale des États-Unis pour forcer la reprise des négociations avec l'Iran. Les pourparlers pourraient reprendre d'ici la fin de semaine. Pour terminer, le pape Léon XIV s'est envolé ce jour d'Alger pour le Cameroun, pays multiconfessionnel à majorité chrétienne, où il portera un message de paix aux régions anglophones, déchirées depuis près d'une décennie par un conflit armé meurtrier. France 24. Oui, les attentes des Camerounais sont nombreuses puisque le pape arrive dans un pays qui se remet difficilement de la crise post-électorale qui a suivi la réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat en octobre 2025. Des dizaines de manifestants sont toujours détenus et sont actuellement jugés devant le tribunal militaire de Yaoundé. Dans un pays qui compte plus de 10 millions de chrétiens catholiques, les Camerounais attendent du pape qu'il prononce des mots de paix et de justice sociale, mais c'est surtout sur la crise qui déchire les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-est depuis plus d'une décennie que le pape Léon XIV sera très attendu. Il se rendra d'ailleurs dès demain à Bamenda, le chef-lieu de cette région anglophone du nord-ouest, pour y rencontrer les communautés locales et surtout célébrer une messe pontificale. On s'attend à ce qu'il y délivre des messages de paix et de réconciliation nationale. Le pape Léon XIV qui arrive cet après-midi, peu après 15 heures à l'aéroport international de Sibalène ici à Yaoundé. Il se rendra ensuite directement au palais
de l'unité pour un entretien avec le président Paul Biya, mais aussi pour y rencontrer le corps diplomatique et la société civile. Le pape Léon XIV sera le 3e pape à visiter le Cameroun après Jean-Paul II en 1985 et 1995 et Benoît XVI en 2009. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et Natera Goutoumaf sera avec vous à partir de demain pour des nouvelles actualités. Au revoir.